bienvenue dans le territoire. Cette semaine, nous sommes en terre vaunageolle. Nous allons découvrir la Vaunage ici dans le Gard. Et je suis en compagnie d'Alain de l'association Abeilles et Biodiversité. Bonjour Alain. Bonjour. Alors c'est une association que vous avez créée pour préserver les sites justement de cette Vaunage et laisser une belle terre à vos petits-enfants. On peut le présenter comme ça? Tout à fait. Vous l'avez créée quand cette association? Je l'ai créée en 2009, mi-2009. Donc, comme je suis apiculteur, je me suis rendu compte que mes abeilles mouraient beaucoup et qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour nos enfants. Donc, étant grand-père, je me suis attelé à la tâche de faire une association pour la protection de la biodiversité et la promotion du bio local. Donc, nous sommes dans la Vaunage. Voilà. Donc c'était vraiment ça, à but de préservation et tout à fait. Pour montrer justement la culture, la richesse de ces terres en Vaunage. C'est magnifique la Vaunage. Entouré de garrigues, cette plaine qui va qu'on peut voir jusqu'à la Grande Motte, c'est joli comme tout. Je suis venu, j'avais 17 ans et j'ai connu mon épouse qui est de Calvisson et en prenant mon épouse, j'ai pris la Vaunage avec. Donc depuis l'âge de 17 ans, je suis en Vaunage. Alors quelles sont les actions que vous menez avec votre association? Eh bien, on essaie déjà de parler de préserver la biodiversité, de parler donc de faire pas mal de conférences, pas mal de promenades, d'essayer de faire venir des gens qui puissent expliquer, puisqu'on ne protège que ce qu'on peut expliquer. Et puis on a travaillé avec l'association des communes de la Vaunage qui a créé une charte paysagère et environnementale. On travaille actuellement pour essayer d'installer un agriculteur bio dans la Vaunage. On travaille avec la commune de Caveyrac pour essayer de faire un jardin partagé, des jardins ouvriers également, tout en bio bien entendu, donc sans aucun pesticide. Comment on fait pour faire venir un agriculteur justement? Quel est le travail? Très compliqué. Déjà, nous avons ici dans la Vaunage un problème, c'est le foncier. Puisque le foncier, la Vaunage, comme vous voyez, commence à être envahi par des habitations, une urbanisation énorme. Donc on a déjà le problème du foncier. Mais outre ça, je crois qu'on peut réserver tout le foncier que l'on veut. L'agriculteur, pour qu'il vienne, il faut qu'il puisse vivre. Donc on travaille non seulement avec trouver des fonciers, trouver des agriculteurs qui sont intéressés par travailler en bio. Et puis on essaie de travailler avec en trouvant des circuits courts ou des circuits pour que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Parce que sinon, si on pourra tout leur proposer, s'ils ne peuvent pas vivre, je crois que les agriculteurs qui arrachent n'arrachent pas par plaisir. Et s'ils arrachent, c'est qu'ils ne peuvent pas vivre. Donc voilà, il faut absolument travailler en même temps sur l'installation ou sur un agriculteur qui veut reprendre en bio et sur le circuit court. Nous sommes maintenant avec Jean-Marc Mounet, adjoint au maire de Caveyrac, à la mairie de Caveyrac, oui. Et également membre de l'association Abeilles et Biodiversité. Absolument, parce que les deux ne sont pas incompatibles, loin de là. Voilà, alors justement, vous allez nous parler de votre fonction, vous, en tant qu'adjoint, pour aider cette association qui a besoin, finalement, de terres agricoles. On l'a vu tout à l'heure avec Alain, et nous parler peut-être d'installer un agriculteur bio ici, enfin, en tout cas, d'en faire venir un. Et c'est un petit peu votre mission, vous, on va dire, dans l'association. Absolument, il y a plusieurs versants. Le premier versant consiste à, comme vous l'a expliqué Alain tout à l'heure, il faut absolument faciliter les contacts avec l'intergénérationnel. On a parlé des écoles, bien sûr, mais il faut parler également du troisième âge, qui est très sensible à ces choses-là. Et mon boulot, moi, principal, consiste à travailler sur l'aménagement du territoire au sens de la géographie humaine, consiste à travailler également sur le territoire au titre de la reconquête des espaces par les populations. Nous avons, nous, sur Caveyrac, 315 hectares de forêt communale, nous avons 100 hectares de secteur agricole. Il est important que ces choses-là se sachent, que les promeneurs, les vététistes, les chasseurs, tout le monde vive en bonne intelligence. Alors, pour Abeilles et Biodiversité, nous avons contribué à organiser des manifestations publiques aux écoles. Nous avons fait venir, Abeilles et Biodiversité a fait venir M. Thompson, qui est le directeur du CNRS en charge à Montpellier de la biodiversité, de la modification de la biodiversité méditerranéenne.
Et également, le deuxième volet majeur pour moi, c'est de soutenir cette association, mais d'autres également, bien sûr, cette association pour la recherche de terrains, de fonciers agricoles dans lesquels on pourrait installer un agriculteur à tendance bio, par exemple, c'est ce qui a été évoqué par Alain tout à l'heure, mais également un certain nombre d'autres choses, refaire effectivement, et ça on le fait avec les chasseurs, des jachères faunistiques, de manière à ce qu'un certain nombre d'espèces puissent revenir, et également dans le cadre des trames vertes, trames bleues nous aussi un peu quelque part, mais surtout des trames vertes, on fasse une continuité de passage entre ce mont qui est ici et celui-ci. Avec l'urbanisation, on a des soucis et ça peut être rédhibitoire pour certaines espèces. Je vous donne un exemple. Nous avons fait sur la commune de Caveyrac réhabiliter 12 hectares de forêt. Eh bien, tout le monde était très surpris, mais grâce aux naturalistes, des écologistes de Leuzière, aux agents de l'Office national des forêts, au cabinet forestier Alcina, qui est notre conseil privé pour la commune de Caveyrac, eh bien, nous avons laissé en place volontairement des arbres morts, parce qu'il faut qu'il y ait dans la forêt des arbres morts, parce qu'il y a des insectes qui se nourrissent de bois en cours de putréfaction, etc., etc. Et vous savez, comme le dit le célèbre philosophe, tout est dans tout et inversement. Donc tu t'occupes de ça et ça aura forcément des interactions avec d'autres éléments. Nous retrouverons l'Avonage tout à l'heure. Pour en savoir plus sur la lavande de Provence, la vraie, la seule, l'unique, direction le musée de la lavande dans le Vaucluse. Utilisée dans l'Antiquité par les Romains pour parfumer leurs bains, ainsi que pour le linge après la lessive, la lavande est aussi reconnue pour les vertus médicinales qu'on lui prête. Aujourd'hui, pour tout connaître sur cette plante, symbole d'une région, un musée lui est entièrement consacré. C'est à la fin du XXe siècle qu'un amoureux de la lavande, Georges Lincelet, décida de mettre en avant toutes les vertus de cette plante et de partager ses secrets et sa collection d'alambics avec son entourage. Dès 1991, la véritable lavande de Provence a trouvé son écrin. Pourquoi la véritable? Car une autre variété végétale à la senteur presque identique vole depuis quelques années la place principale de la lavande sur le marché. Nous faisons un très gros amalgame entre la vraie lavande fine de Provence et le lavandin qui s'y apparente. C'est celle qu'on a dans nos jardins. Et ce lavandin, Audrey Delessal lui mène une guerre sans merci. Ancré dans l'esprit de nombreux jardiniers en herbe, il résiste bien à l'image pour passer comme véritable lavande. Pour effacer cette idée reçue, Audrey, lors des visites guidées, tient à présenter les distinctions majeures entre les deux variétés. Donc ici, en fait, vous retrouvez la lavande fine, qui est toute petite et qui ne possède qu'une seule fleur, alors que le lavandin, au niveau morphologique, est beaucoup plus grand, il a des ramifications et il a plusieurs fleurs. Il faut savoir que la vraie lavande fine de Provence ne pousse bien sûr qu'ici et qu'en altitude, à partir de 800 mètres. Elle est sauvage, elle va se reproduire naturellement en s'égrenant. Et en s'égrenant, elle va donner naissance à un plant, mais chaque plant est unique, par sa couleur, par sa taille ou par sa forme. En ce qui concerne le lavandin, lui on le trouve partout dans le monde, c'est ce qu'on a communément dans le jardin, qu'on appelle bien sûr lavande. Lui c'est un hybride, c'est issu d'un croisement entre la vraie lavande de montagne et la lavande aspic de garrigue. Donc pour le reproduire, il par contre se bouture très facilement et quand on fait ça, c'est comme si on le clonait, donc c'est toujours la même chose. Après ce cours de disparité, la visite débute par la projection d'un documentaire à la découverte des travaux agricoles, de coupe et de plantation. Au-delà des images projetées, c'est avec l'audioguide que le parcours continue, un appareil indispensable à la bonne connaissance des drôles de machines qui nous entourent. Les audioguides sont très importants puisque ça permet aux individuels d'avoir notamment une visite beaucoup plus détaillée, chose qu'on va peut-être pas faire avec les groupes puisqu'ils sont plus nombreux, donc là on aura une personne physique qui va faire la visite. Le musée possède la plus importante collection d'alambics à lavande en cuivre rouge. Certains d'entre eux datent du XVIe siècle. Autant de trésors et d'héritages d'un savoir-faire, comme cette pièce unique, la plus ancienne. C'est celui qu'on appelle l'alambic du pauvre. Celui-ci date de 1626 et il est issu en fait de l'Ambruisse des Alpes de Haute-Provence qui est un petit village.
Alors pourquoi l'alambic du pauvre? Tout simplement parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens d'acheter un alambic complètement réalisé. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Tout simplement, on achetait des plaques. Et ça permettait de pouvoir le construire au fur et à mesure qu'on avait une plaque qui se rajoutait. Pourquoi? Tout simplement, c'était fait en cuivre. C'est une matière qui est très malléable, donc on peut vraiment lui donner la forme que l'on veut. Et surtout, le cuivre à l'époque était quand même un très bon conducteur de chaleur. Mais un alambic comme celui-ci, était-il donc rentable malgré son appellation? Non, il pouvait quand même avoir de l'huile essentielle, mais c'est vrai qu'après, si on compare les niveaux de rendement, il n'aura peut-être pas un rendement que l'on a à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'il obtenait quand même un petit peu d'huile essentielle, même si avec un alambic comme celui-ci, il n'avait pas trop moyen de contrôle. Par exemple, c'est vrai que quand on n'a pas de manomètre, on ne peut pas savoir au niveau de la pression, de jauger, ça c'est un peu difficile, mais il obtenait quand même un petit peu d'extrait. Voilà, il faut savoir qu'avec un alambic comme celui-ci, il pouvait avoir à peu près un verre d'huile essentielle. L'huile essentielle de lavande. Une essence à qui l'on prête de multiples bienfaits contre les maux de la vie quotidienne, tels que les piqûres d'insectes, les brûlures, les maux de tête en application sur les tempes, ainsi que les irritations de la gorge. Remède miracle, paraît-il, contre les insomnies, elle cicatrise et chasse aussi les poux. En ce qui concerne le lavandin, il n'a pas du tout ces particularités, il sent beaucoup plus fort puisqu'il contient du camphre naturellement. Et lui, il est utilisé pour parfumer les poudres à laver, les détergents et les assouplissants. On ne l'utilise pas du tout sur la peau. Vous l'aurez compris, le lavandin ne possède aucune vertu, sauf pour notre lessive. L'huile essentielle de lavande s'obtient grâce à un procédé nommé la distillation. Alors pour la distillation, c'est très simple. En fait, dans le vase, nous allons mettre de l'eau jusqu'à la moitié. On va mettre une grille par-dessus, de la fleur, 40 kg à peu près. On fait chauffer. La vapeur d'eau prend l'huile essentielle de la fleur, monte dans le chapeau, continue sa course dans le col de cygne et termine dans le serpentin. Et ensuite, on récupère dans l'essentiel l'huile essentielle qui est plus légère et qui va rester en surface puisqu'elle va flotter, tandis qu'en bas, on aura de l'hydrolat. L'hydrolat, en fait, c'est l'eau parfumée avec un petit pourcentage de lavande à l'intérieur. Pour faire 1 litre d'huile essentielle de lavande, il faut environ 130 kg de fleurs, tandis qu'avec l'huile, il faudra entre 30 et 40 kg. Audrey reste incollable dans son domaine. Sa passion pour la lavande remonte à son enfance. Née à Digne-les-Bains, elle fut toujours entourée de plantations à perte de vue, au parfum enivrant.